Et notre invité ce matin dans la grande interview sur CNews et Europe 1, c'est Maud Bréjon. Bonjour à vous. Bonjour. Porte-parole du gouvernement, ministre délégué chargé de l'énergie. On va revenir sur les aides annoncées hier par Sébastien Lecornu pour le mois de mai, prolongées et augmentées pour les pêcheurs agriculteurs, étendues aux taxis et VTC ainsi qu'au secteur du BTP. Il y a 3 millions de travailleurs modestes, grands rouleurs, avec une réduction en moyenne de 20 centimes d'euros par litre. On va y revenir, mais il y a beaucoup de Français qui sont déçus parce qu'ils ne font pas partie de ce dispositif. Qu'est-ce que vous leur dites ce matin, Maud Bréjon ? D'abord, je sais que beaucoup de Français sont dans une situation qui est très compliquée, que beaucoup de Français subissent la hausse des prix à la pompe, n'ont pas d'autre choix que de faire le plein pour aller au travail, aller emmener leurs enfants à l'école, aller faire les courses. On a choisi une Et ils solution ne font qui pas était, partie de ces catégories-là qu'on vient pour de nous, dégrainer. la plus efficace. Soutien à l'activité, soutien aux Français les plus modestes qui travaillent et en même temps respect du cadre des finances publiques. Et c'est cet équilibre-là qu'il faut qu'on arrive à trouver. Encore une fois, on ne lâche pas les Français qui travaillent et notamment les plus modestes. On ne lâche pas les entreprises, je pense aux transporteurs, je pense aux agriculteurs, je pense aux pêcheurs qui ont besoin qu'on les aide pour pouvoir continuer à travailler. Et en même temps, il y a une réalité qui est celle du déficit, qui est celle de la dette. Et donc, on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'argent du contribuable. Pour les gros rouleurs, comment est-ce que ça va se passer pour ces 3 millions de Français qui sont des travailleurs modestes ? Ouais. Quels seront les critères ? Qui va recevoir cette aide ? Sous quelle forme ? Et à quel moment, Maud Bréjon ? Bon, il y a d'abord un critère de revenu qui est ce qu'on appelle les déciles 1 à 5, c'est-à-dire moins de 1 500 € net par mois pour une personne seule. Ça vous donne un indice de référence. Deuxième critère, En couple, c'est un peu plus, c'est ça ? en couple, c'est évidemment un peu plus. Deuxième critère, c'est d'être en activité. D'accord. Et troisième critère, c'est évidemment avoir une voiture et puis justifier, déclarer sur l'honneur, sur un portail qu'on va ouvrir, effectuer plus de 8000 km par an. Là encore, l'objectif, c'est les Français qui travaillent et les Français les plus modestes. Je pense Sans que les chacun le fliquer, comprend. c'est ça. L'idée, c'est pas Sans les fliquer les fliquer, Français. bien sûr. L'État n'a pas à savoir combien vous roulez précisément par jour. Et on est sur un dispositif qui est un dispositif de confiance. Et puis, de toute façon, on sait bien que les Français qui gagnent moins de 1 500 € et qui sont obligés d'aller faire le plein, ils subissent évidemment cette hausse. Donc, l'objectif, c'est d'être dans une aide et dans un rapport de confiance. Et ce portail que vous avez évoqué, quand est-ce qu'il sera en action ? Quand est-ce qu'il va ouvrir ? Et puisque ça ne va pas être un espèce d'enfer bureaucratique comme un certain nombre d'autres l'ont été auparavant. Non, on a déjà fait ça par le passé. Encore une fois, l'administration fiscale connaît vos revenus de référence. Vous aurez à déclarer sur l'honneur, encore une fois, effectuer plus de 8000 km par an et ce sera versé en juin, donc le plus rapidement possible. Ça prend Avec un effet rétroactif ? Ça prend quelques semaines. Vous savez que c'est une aide forfaitaire qui se situe à 50 € par personne. Là encore, avec ces critères de revenus, mais je ne vais pas y revenir, on en a 50 déjà € par parlé. personne, par quoi ? Par litre ? Par quoi ? Pas par litre, Non, 50 par €, mois. 50 € Ah oui, c'est tout. par personne pour cette première durée de 3 mois. C'est pour ça qu'on estime à environ... 50 € pour On estime que ça représente à peu près 20 centimes par litre pour quelqu'un qui effectue 8000 km. Là encore, l'idée, c'est d'être en appui, d'être aux côtés de Français qui travaillent, qui sont en difficulté. Et on continue à le faire, par ailleurs, pour les secteurs d'activité, agriculteurs, pêcheurs, transporteurs, BTP. Pourquoi ? Parce que derrière, c'est des emplois, c'est des salaires, et donc c'est le niveau de vie des gens. Pourquoi est-ce que vous vous accrochez à ce totem de ne pas vouloir baisser les taxes sur le carburant ? Tous nos voisins européens quasiment l'ont fait. Il n'y a que la France qui s'accroche, évidemment. Elle n'a pas les mêmes finances publiques, effectivement, que ses voisins. Mais c'est une réalité qu'il faut prendre en compte. Quand on demande une baisse de la TVA à 5,5%, comme je l'entends au Rassemblement Jordan national, Bardella le proposait hier. c'est plus de 10 milliards d'euros. Oui. Il faut qu'on m'explique où est-ce qu'on trouve ces 10 milliards d'euros. L'Italie a mis des grosses aides sur la table. Ils ont coupé dans l'éducation nationale, ils ont coupé dans la santé, ils ont coupé dans la sécurité. On a aujourd'hui un déficit qu'on doit tenir à 5%. Pourquoi ? Parce que ce qu'on dépense aujourd'hui, c'est de l'argent que les Français, d'une manière ou d'une autre, que ce soit par les impôts ou par moins d'investissements dans les secteurs publics essentiels que sont encore une fois santé, sécurité, éducation, les Français paieront d'une façon ou d'une autre si on dépense trop aujourd'hui. Il y a d'autres solutions proposées par Michel-Édouard Leclerc ou David Lisnard. La suspension des certificats d'économie d'énergie, ça pourrait faire baisser immédiatement le litre de carburant de 15 à 17 centimes. Pourquoi est-ce que vous le refusez ? Oui, d'abord, ces certificats d'économie d'énergie, ce n'est pas un impôt que l'État perçoit. Il faut expliquer ce que c'est aux gens. Oui. C'est une obligation de contribution des énergéticiens, obligation qui les amène à financer des dispositifs de transition énergétique. On ne peut pas le suspendre temporairement pour 2 ou 3 mois Je crois que là encore, il faut apporter une double réponse face à cette crise. Il y a une réponse
conjoncturelle, une réponse de court terme. Et c'est ce qu'on fait pour les Français les plus modestes et pour les secteurs d'activité. Et puis, il y a une réponse de long terme. Ce qui protégera durablement les Français, c'est l'écotaxe. C'est la transition énergétique. Quand vous dépendez à 60%, et pour l'équivalent de 60 milliards d'euros, du gaz que vous importez d'Algérie, des États-Unis et du pétrole du Moyen-Orient, ça pèse lourdement sur le pouvoir d'achat des Français. Vous n'en maîtrisez pas le prix. Et donc moi, j'ai pas envie d'une France qui soit dépendante pour ses factures d'énergie des décisions prises par M. Tebboune, par M. Trump ou hier par M. Poutine. La souveraineté, c'est aussi ça. D'accord, ça veut dire qu'on ne baisse aucune taxe dans ce pays, ça c'est clair. Ça veut dire qu'on a une double réponse qui est de court terme pour aider les Français et qui est de long terme pour les accompagner, encore une fois, à passer d'un véhicule thermique à un véhicule électrique, à changer de mode de chauffage. Les Français, quand interview, nous disent on n'a pas les moyens d'acheter les voitures électriques. Et ça prend. Elles sont absolument et ça prend du temps, et on en a parfaitement conscience. On sait que ce qui est lourd à supporter, c'est le coût d'investissement. Et ces certificats d'économie d'énergie, ça permet notamment, et là encore pour les Français les plus modestes, de baisser ce coût d'investissement. Donc on n'y touche pas, ça une fois de plus. Mais on ne peut pas dire passer du gaz ou du pétrole à l'électrique et en même temps débrancher les aides, sans mauvais jeu de mots. Il faut qu'on arrive à faire les deux. Et je crois que là encore, on peut se complaire dans un système où on dépend entièrement des décisions des autres. Mais on voit bien que ça mène les Français dans le mur à la fin. Un tout petit mot des économies que vous envisagez. 6 milliards d'euros, 4 milliards sur les différents ministères et 2 milliards sur la sécurité sociale. Où est-ce que vous allez tailler dans les dépenses sociales? Là encore, très concrètement. Pardonnez-moi, je fais un petit pas de côté par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Ceux qui nous demandent 10 milliards d'euros pour baisser la TVA font semblant de ne pas voir qu'aujourd'hui, le conflit est en train de coûter 6 milliards d'euros à la France. Pourquoi 6 milliards d'euros? Parce qu'il y a une baisse de la consommation, parce qu'il y a une baisse de la croissance et parce qu'il y a une augmentation des taux et donc des intérêts de la dette, de la charge de la dette. 4 milliards d'euros devront être économisés sur les dépenses de l'État, donc sur le budget des ministères. Ce sera arbitré dans les tout prochains jours. L'ensemble des ministères, sans exception, devront faire un effort et présenter... Sauf la défense? La défense qui, par définition, a un budget qui augmente du fait du conflit, mais mis à part la défense, l'ensemble des ministères devront faire un effort. Et sur les dépenses sociales, qu'est-ce que vous allez couper? 2 milliards sur les dépenses sociales. Là encore, ce sera arbitré dans les tout prochains jours. Donc pour l'instant. Mais il y a un travail qui est mené avec l'ensemble des ministères. Encore une fois, ça a été annoncé hier. L'objectif, je le redis, c'est de maintenir ce déficit à 5% pour cette année, ce qui est déjà beaucoup. Mais c'est ce qui doit nous permettre dans la durée de retrouver de l'oxygène. Et donc de pouvoir investir. Vous parlez beaucoup de sécurité sur votre plateau, vous parlez beaucoup de pouvoir d'achat. Beaucoup d'international. Vous parlez bien sûr, mais vous parlez beaucoup d'impôts, de nécessité de baisser les impôts. C'est en maintenant ce déficit qu'on arrivera à tendre vers tout ça. On imagine que le prochain budget 2027 va encore être homérique à l'Assemblée nationale? Ça risque de toute évidence d'être un moment compliqué avec beaucoup de discussions. On n'a toujours pas de majorité, on a un cadre budgétaire qui est extrêmement contraint. Revenons sur la souveraineté énergétique. Vous êtes ministre délégué chargé de l'énergie. On a l'impression que ça y est, c'est le tout électrification qui est mis en route, que c'est un train qu'il nous faut absolument prendre. Sébastien Lecornu a proposé des mesures pour renforcer le marché de l'électrique avec la production de 2 voitures neuves sur 3 d'ici 2030. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est tenable quand on voit les résultats de la filière automobile française? Je pense à Stellantis notamment, qui est absolument catastrophique. 2 choses. D'abord, quand vous regardez les ventes des véhicules neufs depuis le début de l'année, environ un tiers sont des véhicules électriques. Et donc ça montre bien que ce changement de modèle, il est en train de s'opérer. Et ensuite, dans toutes les aides qu'on met en place, on a un critère de préférence qui est évidemment le Made in France et dans une moindre mesure, de toute façon, des voitures fabriquées en Europe. Donc on a les moyens de le faire. Maintenant, si vous me demandez, est-ce que ça prendra du temps? Bien sûr que ça prendra du temps. Mais on dépend aujourd'hui, pour 60% de ce qu'on consomme, du pétrole qu'on importe et du gaz qu'on importe de pays qui ne nous veulent pas toujours du bien. Et on a vu dans les différentes crises à quel point ça pesait sur la souveraineté française, à quel point ça pesait sur le pouvoir d'achat des Français. Rappelez-vous l'augmentation des prix du gaz au début de la guerre en Ukraine. Regardez ce qu'on vit aujourd'hui avec les prix à la pompe. Il y aura d'autres crises. Ce n'est pas la dernière crise énergétique. Et elle va durer jusqu'à l'hiver, nous dit par exemple Michel-Édouard Leclerc. Actuelle. Moi, je n'ai pas de boule de cristal. Je pense qu'il faut être extrêmement prudent avec ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient. Mais en revanche, je sais qu'il y aura d'autres crises énergétiques. Je sais que l'énergie est devenue une arme de guerre. Et donc, si on veut protéger les Français et encore une fois regagner en indépendance, il faut qu'on produise nous-mêmes
de l'énergie, en l'occurrence de l'électricité, puisque nous n'avons pas de gaz et pas de pétrole, et donc que petit à petit, on mette en place cette transition. Vous savez, dans les années 70, quand Valéry Giscard d'Estaing défend le nucléaire français et avance sur la construction de tout ce parc nucléaire avec ses 58 réacteurs à l'époque, dont on est très fiers aujourd'hui, il le fait précisément pour les mêmes raisons que nous connaissons aujourd'hui. Il le fait pour ne pas dépendre des prix fixés par les autres, des décisions fixées par les autres et de l'énergie. J'entends votre raisonnement. Pourquoi Donc, Emmanuel Macron a fait exactement l'inverse en début de premier mandat? Pourquoi est-ce qu'il a fermé Fessenheim? Pour moi, encore pourquoi il a interrompu un certain nombre de programmes? Pourquoi est-ce qu'il a fermé certaines filières? Bon, d'abord, le nucléaire a beaucoup avancé depuis 10 ans. Il y a eu la fermeture de Fessenheim. Je ne vais pas y revenir, j'ai eu l'occasion de m'exprimer dessus. Je ne voudrais pas qu'on laisse penser ici que la filière nucléaire ne va pas bien. La filière nucléaire, c'est des femmes et des hommes, des ingénieurs, des techniciens qui sont capables de choses absolument extraordinaires. Regardez ce qu'on a fait à Flamanville, l'EPR qui a été couplé au réseau. On est en train partout de prolonger la durée de vie de nos réacteurs, là encore parce qu'il y a des gens qui bossent, qui ont des compétences absolument remarquables. Ce qu'on est en train de faire, la construction de nouveaux réacteurs, 6 réacteurs EPR2, ça va être le chantier du siècle. Ça va prendre du temps, Madame. Je crois qu'on a le droit. Je crois qu'on a le droit, mais je ne dis pas que tout va bien. Je crois qu'on a le droit d'être fier de ce que la France sait faire parfois. Bien sûr, mais tout ça va prendre évidemment beaucoup de temps. Un réacteur nucléaire, par définition, ça prend un petit peu de temps à construire. Et énergétique, vous y croyez vraiment? Vous pensez que vraiment c'est l'avenir, c'est le nucléaire? Il faut arrêter l'éolien, il faut arrêter les énergies alternatives? Non, je dis qu'il faut les deux. Et je dis que quand on veut sortir du gaz et du pétrole, on n'a pas le luxe de choisir entre les énergies renouvelables et l'énergie nucléaire. C'est deux notions de temps qui sont de toute façon très différentes. On a besoin des deux, les deux sont complémentaires. Et encore une fois, quand on dépend à 60% d'énergie produite par les autres, la question de savoir si on préfère des parcs éoliens en mer ou des centrales nucléaires est une question qui est complètement décalée au regard de ce qu'on est en train de vivre. Maud Bréjon, vous êtes sur CNews et sur Europe 1, et parlons aussi de l'immigration. En Espagne, le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez a commencé une campagne de régularisation massive qui pourrait bénéficier à plus de 500 000 clandestins. Est-ce que c'est un mouvement que vous avez anticipé? Est-ce qu'il pourrait avoir un impact sur l'immigration dans notre pays? Quelle est votre position là-dessus, celle du gouvernement? La position, c'est la position française. Nous, on dit une chose simple. Il faut lutter contre l'immigration irrégulière. On n'est pas pour l'immigration zéro. On a besoin d'une immigration de travail, mais on a besoin de femmes et hommes qui rentrent légalement sur le territoire français, qui respectent nos valeurs. Voilà, l'égalité femmes-hommes, la laïcité, pour ne citer que ces deux exemples. Bruno Retailleau menace de mettre l'Espagne au banc des nations européennes pour endiguer ce phénomène. Oui, je ne sais pas bien ce que ça veut dire. Mettre l'Espagne au banc des nations européennes. Donc il est difficile pour moi de faire un commentaire. Si vous avez compris, je suis preneuse d'une explication. En tout cas, il fait le lien, Bruno Retailleau, entre l'immigration légale, il dit que la plupart des gens arrivent avec un visa, et en fait, ça maintienne illégalement sur le territoire français. Oui, mais ça nous ramène à la question de l'obtention des laissez-passer consulaires, d'une politique internationale, de comment est-ce qu'on applique les obligations à quitter le territoire français, de la construction davantage de places en centre de rétention administrative. Autant de sujets sur lesquels la France est en échec. Autant de sujets sur lesquels on avance. Et vous savez, la politique qui a été menée par Bruno Retailleau, moi je l'ai soutenue, j'étais dans son gouvernement, j'étais porte-parole du gouvernement de Michel Barnier quand Bruno Retailleau était ministre de l'Intérieur, et j'ai été très fière d'appartenir au même gouvernement que lui. Je considère que la ligne qu'il porte et la ligne qu'attendent les Français et la ligne que porte Laurent Nunez n'est pas différente de celle que portait Bruno Retailleau. Laurent Nunez porte la même ligne que Bruno Retailleau, vraiment. Il n'y a pas eu d'alternance dans la ligne qui a été portée. Encore une fois, il y a une ligne de bon sens qui est le combat contre l'immigration irrégulière, et en même temps l'intégration de celles et ceux qui viennent légalement et qui veulent travailler sur le sol français. Les résultats sont là. La plupart, selon une information Europe 1, la part des détenus étrangers expulsés de France a augmenté de 70% entre 2024 et 2026. C'est le résultat de nouvelles mesures prises par Gérald Darmanin. Vous vous en félicitez? Oui, et je crois que c'est le résultat de ce qui a été porté ces dernières années, notamment par Gérald Darmanin lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Rappelez-vous cette loi immigration qui a abouti dans la douleur. On a entendu, là encore, beaucoup d'opposition nous montrer du doigt, nous dire qu'on était d'extrême droite parce qu'on voulait contrôler et réguler l'immigration en France. Au final, c'est toutes ces mesures qui finissent par aboutir. Et là encore, ça prend du temps, mais c'est ce que les Français attendent légitimement de nous. Et ensuite, il y a ce qu'on fait sur le plan national, et je le redis, il y a ce qu'on fait sur le plan international.
Et c'est extrêmement complexe. Les relations notamment avec l'Algérie, il n'y a pas que ça. Il faut plus de fermeté dans les relations avec l'Algérie. Il faut de la fermeté et en même temps, on voit que le zéro dialogue ne fonctionne pas. Oui, bien sûr. Pardon, c'est une expression oui, bien sûr. communément 2027, utilisée. on évoque Gérald Darmanin, on pourrait parler de Gabriel Attal, qui fait la promotion en ce moment de son livre En homme libre. Il y a évidemment Édouard Philippe. Comment est-ce que ce fameux bloc central, je ne sais pas si l'expression est très heureuse, va s'articuler pour arriver à une candidature unique? D'abord, c'est bien de le dire. Moi, je pars d'un constat assez simple, qui est presque mathématique. Si la droite et le centre arrivent désunis à l'élection présidentielle, personne ne sera au second tour. Mais qui va déterminer ça? Qui sera l'arbitre? D'abord, la question qu'il faut poser à tous les messieurs que vous venez de citer dans votre introduction, c'est est-ce qu'on est d'accord pour dire que de Renaissance aux Républicains, on doit arriver à travailler à un projet commun et à aboutir à une candidature unique. Donc vous mettez les Républicains si la dans réponse cet arc est oui, central. on aura déjà avancé. Je mets évidemment les Républicains dans cet arc. Et pourquoi je le fais? Parce qu'on est au gouvernement ensemble depuis 2 ans. Je vous disais tout à l'heure que j'appartenais il y a 1 an et demi au même gouvernement que Bruno Retailleau. On travaille ensemble à l'Assemblée nationale, on travaille ensemble au Sénat. Être unis aux prochaines élections présidentielles, à la prochaine élection présidentielle, c'est à la fois cohérent et absolument nécessaire. La question que les uns et les autres doivent se poser, c'est est-ce qu'ils veulent faire courir le risque au pays d'un second tour entre M. Mélenchon et M. Bardella ou Mme Le Pen. Gabriel Attal a mis en place un comité de liaison qui irait de Renaissance au Modem, à Horizon et l'UDI, mais sans mettre les LR. C'est une erreur? Je crois que toutes les instances qui visent à créer du dialogue sont bienvenues, mais là encore, pour ma part, je pense oui qu'il faut aller jusqu'aux Républicains. Je pense qu'on a tout à faire avec des gens comme Gérard Larcher. Je pense qu'on sait s'entendre avec Bruno Retailleau sur bon nombre de sujets. Sinon, on n'aurait pas été ensemble. Au gouvernement, il y avait je ne sais plus, 7 ou 8 ministres Renaissance qui étaient, là encore une fois, dans ce même gouvernement. Et on est aujourd'hui avec des ministres Les Républicains avec qui on travaille très bien. Et donc, sans nier les nuances peut y avoir entre nous. Et je vais vous dire, il y a des nuances au sein même des partis politiques. Oui, et au sein même de Renaissance. Et on ne pense pas tous pareil, on n'est pas des clones. Mais enfin, on a quand même aujourd'hui un nombre de convergences suffisamment important, je vous remercie, on a un nombre de convergences suffisamment important pour arriver unis aux élections. Est-ce qu'il faut une primaire, Maud Bréjean, pour départager ces candidats si la raison ne l'emporte pas? Moi, je doute de notre capacité aujourd'hui à organiser une primaire entre 4, 5, 6 partis politiques différents en un laps de temps qui est extrêmement court. On prend souvent l'exemple de la primaire de 2016. La primaire de 2016 qui a été en soi, en tout cas sur les premiers temps, une réussite. 4 millions de votants. Je ne balaye pas ça d'un revers de main. Ça a été préparé 2 ans en amont. Voilà. Là, c'est trop tard. Et donc, c'est ce que vous nous dites ce matin. Je pense qu'au lieu de se parler entre nous et d'être dans des compétitions internes, il est urgent de s'adresser aux Français. Et donc, si on porter un projet. Et de porter un projet. Donc, ce qui compte, c'est de mettre les uns et les autres autour de la table et de comparer ce sur quoi on est d'accord, pas d'accord, et de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut converger. Une dernière question sur le rapport de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public qui sera soumis au vote de la trentaine de députés de la commission le 27 avril prochain. Est-ce qu'il doit être publié, selon vous? S'il est enterré, nous ne pourrons pas avoir accès aux conclusions ni à toutes ces auditions qui se sont déroulées pendant plusieurs mois. Vous savez que par principe, je n'ai pas lu ce rapport. Non, personne, a priori, à part... Voilà, donc vous me demandez de me positionner sur un rapport que je n'ai pas lu. Sur le plan démocratique, est-ce que vous pensez qu'il est sain que ces auditions, qui sont déroulées pendant 4 mois, tout le monde puisse avoir accès aux conclusions de ce rapport? Moi, par principe, c'est la démocratie ou pas? Moi, par principe, j'estime que le travail parlementaire, de toute façon, doit être publié. Maintenant, je n'ai pas lu ce rapport, et 2, c'est la responsabilité des parlementaires. Si, c'est un petit peu la question quand même. C'est est-ce que vous souhaitez que ce soit rendu public et que les Français aient accès à cette information-là? Mais si je lis le rapport, je vous donnerai mon parce avis. Que s'il ne vous convient pas le rapport, il vaut mieux l'enterrer? Vous me demandez de me positionner sur quelque chose que je n'ai pas lu, Laurence Ferrari. Non, je vous demande de vous positionner sur un principe démocratique. On publie ou on ne publie pas. On enterre ou on n'enterre pas. C'est une commission d'enquête auquel je n'ai pas participé, je ne suis pas parlementaire. Vous n'y êtes pas intéressé du tout, Maud Bréjean? Je n'y ai pas participé. Non, mais vous ne vous y êtes pas intéressé? Je ne dis pas que je ne me suis pas intéressée, mais vous voyez, je suis porte-parole du gouvernement, ministre de l'énergie. Est-ce que l'exercice démocratique veut qu'on le publie ou pas? Je n'ai pas lu ce rapport. Laurence Ferrari, vous avez le droit. C'est très clair, vous ne voulez pas vous engager là-dessus. Vous me posez les questions que vous voulez, je vous donne mes réponses. Encore une fois, je n'ai pas eu l'occasion de le lire. Et d'ailleurs, les députés qui vont voter sur la publication de ce rapport le feront en toute connaissance de cause. Ils auront le temps de lire ce rapport avant, ce qui est en fait assez normal.
Mais ce n'est pas en fonction du contenu qu'on se décide sur la publication ou pas d'un rapport. Allez, on arrête là. J'ai entendu vos réponses. Merci beaucoup, Maud Brejon. C'était votre grande interview sur CNews et sur Europe 1. Bonne journée.